la deuxième partie de notre entretien avec Claude Neuschwander à l'occasion de la sortie du livre Une vie de militance. Et après avoir évoqué les questions de démocratie de jeunesse bourgeoise, nous allons discuter de religion. De la religion catholique, de l'islam, de la laïcité pour terminer enfin sur la guerre d'Algérie. Mais tout d'abord donc la religion. C'est clair que je suis un catho et je ne voudrais pas que ceci me coupe de tous les laïcs, de tous les agnostiques. Ça amuse beaucoup de gens. Je dis je suis un chrétien et je suis un laïc. J'ai été bourgeois, je l'ai dit, et ma famille, pour laquelle j'ai plein d'affection, avait une pratique de la religion qui était une pratique bourgeoise. Le fait d'exercer une religion était une façon d'être bourgeois et d'affirmer son appartenance à une classe. C'était un des codes. Je me suis sorti de ce code. J'ai repris l'évangile, je ne veux pas ici faire... mais l'ordre de l'évangile auquel je suis le plus sensible, c'est aimez-vous les uns les autres. Et pour moi, il n'y a pas d'écart entre ce aimez-vous les uns les autres et l'humanisme des Lumières. Et donc, lorsque, étant vice-président de l'UNEF, j'ai été voir un jour, à sa demande, le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, un monument de laïcité, et qu'il a pris les quelques chrétiens qui étaient dans le bureau de l'UNEF pour leur expliquer l'importance de la laïcité, de la tolérance, du fait que lorsqu'on exerce une responsabilité, on ne l'exerce pas en tant que chrétien, mais en tant qu'homme, a marqué toute ma vie. Et je crois que c'est fondamental. Et donc je dis à tous ceux qui ne partagent pas ma foi que cette foi, c'est ma vie privée. Et que dans mes responsabilités, sûr que ces responsabilités ont été éclairées par ce que contient l'Évangile et qui est d'une immense richesse, mais que ce n'est pas cela qui a organisé mon action ou mes choix. Est-ce que pendant ton enfance, il y a quelque chose qui a déclenché, parce que tu es un bourgeois, tu es catho, et puis tu vas mener plusieurs décennies plus tard une vie militante. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton enfance qui déclenche? Oui, c'est très clair. Il se trouve que lorsque je suis arrivé en seconde ou en première, ma famille j'ai perdu mon frère. Ça a été un trouble terrible dans la famille, et ma mère, pensant que qu'il fallait me distraire, voulait m'inscrire au scout. Mais je ne supporte pas les uniformes. Je n'ai jamais de ma vie supporté les uniformes. C'est vraiment un refus fondamental, j'y peux rien. Donc j'ai pas voulu aller chez les scouts. Et j'ai été dans un autre mouvement chrétien, parce que pour ma mère, il fallait bien sûr que le mouvement soit chrétien, qui était l'AGEC, l'Action catholique de la jeunesse chrétienne. Et ça a déclenché, c'est là où j'ai découvert la réflexion en commun, les pèlerinages de Chartres, à un moment où il n'était pas monopolisé par l'extrémisme français, et je suis entré dans le militantisme. C'est à la GEC que nous avons négocié avec les jeunes de la SFIO, les étudiants de la SFIO, menés par Michel Rocard, et les responsables de la GEC, dont j'étais, que nous allions ensemble prendre l'UNEF. Et nous avons pris l'UNEF en 2 ans, à un moment où la guerre d'Algérie commençait, et ce qui a mobilisé nos énergies pour lutter contre une guerre coloniale absurde, et qui était absolument promise à la perte et à l'échec, ce qui a été le cas après beaucoup de morts, beaucoup de misère, et une séparation entre 2 pays qui sont frais pourtant pour s'entendre. Quand ces jours-ci, c'est terminé les journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Alors, est-ce que tu suis l'actualité de tout ça, le pape, etc. Bien sûr, mais je le suis dans ma vie privée. J'avais été aux journées mondiales de la jeunesse quand elles étaient à Paris. Je me trouvais bien vieux pour être avec la jeunesse, mais j'avais été ébloui par cette jeunesse, son allant, la manière dont ils vivaient, dont ils se comportaient, garçons et filles. C'était absolument pas ce qu'on aurait imaginé aux Journées mondiales de la jeunesse. Et je suis sûr qu'à Madrid, c'était pareil. L'amour était là. Et je trouve que c'est beau. Et le pape était là.
Et ça va changer probablement un jour la façon dont l'Église conçoit la vie sexuelle, conçoit le divorce, conçoit le rôle des femmes, conçoit l'intégration des femmes et leur possibilité d'accéder à la prêtrise. Bref, je pense qu'un jour, il va y avoir à nouveau un concile, comme celui de 1962, qui a été pour nous une formidable joie, une formidable espérance. Mais aujourd'hui, comme ça, un peu revieilli depuis, on attend qu'à nouveau le renouveau s'installe. On ne pouvait pas évoquer la religion et la laïcité sans évoquer aussi l'islam en France. J'ai fait un jour comme consultant, mais très récemment, en 99 je crois, dans le 20e arrondissement, qui est un arrondissement de Paris où il y a le plus de nationalités différentes, une étude sur la laïcité. Et c'est clair que du côté des Juifs, la laïcité était un progrès considérable. Du côté des protestants, c'était quelque chose qui était déjà ancré dans leur exercice de la foi. Du côté des catholiques, c'était devenu une acceptation, après avoir été une cause de rupture, d'une violence extrême en 1905. Et puis il y avait le problème musulman. Et il y a beaucoup de musulmans dans le 20e arrondissement que j'ai interrogé des imams, et nous avons pu constater que pour l'essentiel, ce n'était ni la violence, ni la religion extrême, c'était une religion apaisée que les gens voulaient. Et s'il y avait de la violence, c'était au niveau des jeunes qui n'avaient pas d'emploi et qui se sentaient méprisés. La notion de mépriser est fondamentale. Mais ça n'était pas une volonté de la religion musulmane. Elle n'est pas violente par elle-même. Ce sont des jeunes qui le deviennent. Il y a de l'extrémisme partout dans le monde. Al-Qaïda, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je crois justement que les révolutions arabes témoignent d'une certaine rupture. On va voir comment ça va se passer quand les élections vont se faire. Ça témoigne d'une certaine rupture. On a bien vu de l'extrémisme monter en Algérie et donner lieu à des exactions effroyables. En sera-t-il de même en Égypte ou en Tunisie, qui vont être les premières, ou en Libye, où ça va être plus compliqué? Je ne veux pas entrer là-dessus, ce n'est pas l'objet de mon livre, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux dire simplement mon espoir que la religion musulmane puisse trouver son origine, qui était une origine très humaniste et où l'homme était préservé. L'assassinat n'est pas une partie intégrante du Coran. Passons donc à cette deuxième partie. Chapitre 3, c'est l'UNEF, c'est sur la guerre d'Algérie. Alors, on en a un petit peu parlé de l'UNEF, vous avez pris l'UNEF, c'est ça c'était quoi le problème de la guerre d'Algérie? Pourquoi il fallait une position comme ça La guerre d'Algérie était considérée comme un droit légal de la République française. Ceux qui se rendaient compte que le conflit qui naissait était la conséquence du refus des Français d'Algérie, mais du refus violent, de refuser tous les statuts qui permettaient une accession progressive des musulmans à une reconnaissance de leurs droits, faisait que pour quelques-uns, et nous en étions, après l'Indochine, où on avait vu le désastre d'une guerre coloniale aussi absurde que celle de l'Algérie, et dans lequel l'amour-propre de l'armée a constitué un obstacle et une prolongation d'une hostilité superflue, on s'est trouvé devant l'Algérie en disant on ne va pas recommencer. Mais nous étions tellement peu. Nous étions l'UNEF et nous étions quelques journaux. L'Express, l'Observateur, Témoignages chrétiens, Le Monde. Point. Et vous aviez un homme comme Camus, infiniment respectable, qui venait d'Algérie, dont la mère était à Alger, et qui se sentait proche des Algérois. Et on était désespéré de voir qu'il ne soutenait pas notre lutte, même si sur beaucoup de points, en particulier la torture, il se prononçait violemment contre, et qu'en même temps, un Mauriac,
faisait dans le même journal L'Express, un hebdomadaire, un bloc-notes hebdomadaire qui était très polémique et qui a été un aiguillon contre la guerre formidable. On a vu peu à peu les gens se détacher de la cause algérienne jusqu'à ce que en 62 on mette fin aux hostilités. Mais à ce moment-là, je n'étais plus à l'UNEF, bien sûr, mais j'étais au club Jean Moulin. Et le club Jean Moulin, on y reviendra dans un chapitre plus loin, je veux juste dire à ce moment-là que ce sont les fonctionnaires et les jeunes comme moi qui travaillions à ce moment-là au club Jean Moulin, qui avons préparé à la fois une tentative pour que le Sahara puisse rester en France, et la négociation ne l'a pas permis, et pour que le retour des Pieds Noirs en France se fasse dans des conditions acceptables pour eux, ce qui n'a pas empêché l'OAS d'essayer de nous filer des bombes entre les jambes pour nous punir de nos convictions. Malheureusement, à ce moment-là, les soldats algériens qui s'étaient mis du côté de la France ont été abandonnés en Algérie dans des conditions scandaleuses, déshonorantes, et ont été massacrés. Il y a toujours dans ces révolutions ou quasi-révolutions des périodes dramatiques. Et bien voilà, c'est la fin de notre deuxième partie. Ne manquez pas la suite, on va aborder la création de l'ADELS et où vous allez pouvoir entendre Claude Schwander nous dire par exemple ceci. Quand on est entré dans la guerre d'Algérie, avec ce que ça signifiait d'affrontements physiques, enfin moi j'ai eu le crâne ouvert par les sbires de Le Pen, à coups de barre de fer, merde, fallait tenir debout. C'est pas toujours évident chez un gamin.